Je suis pour également, effectivement. Pourquoi ? Parce que les raisons ont été évoquées par Jean-Claude et Jacques, et notamment le comportement des arbitres. Je peux vous dire qu'il y avait des arbitres qui étaient très désobligeants sur un terrain. Moi, je l'ai vécu. Bien sûr. Quel style, Alain, d'insulte ou de désobligeance ? Non, mais t'as vu, toi, monsieur l'arbitre, mais ferme-la, t'es nul, toi. Qu'est-ce que tu c'est pas de la peine de ce ballon. D'accord. Non, mais oui. Mais oui, c'était bien sûr. Un goût prononcé pour c'était dégage. Non, mais attendez. Dégage. Non, mais ça un goût prononcé pour le football, quand on dit à Alain Giresse, tu sais pas jouer au foot, quand même. Non, grand connaisseur, l'arbitre. Oui, effectivement. Alors, bon, je répliquais, j'ai dit, mais toi, t'avais tes pieds carrés. Bon, enfin, bon, bref. Donc, oui, il y avait des débats sympathiques. Après, vous aviez l'unique Monsieur Wurtz, qui par contre, lui, c'était phénoménal, parce que lui, il était dans le sens inverse. Allez, vas-y, replace-toi. Tu vois pas que t'es hors jeu, je vais te faire siffler, replace-toi. Oui, génial. Voilà. Wurtz. Non, mais ça, c'est... Voilà. Et comment... Et de la même façon... monsieur l'arbitre, ah ben oui, je me suis trompé là. Et qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Une fois qu'il m'avait dit ça, je ne vais pas lui dire que c'était un 0. Ben, j'ai dit ok, bravo, ça va. Non, c'est pour effectivement, je crois qu'on l'a dit, pour assainir un petit peu les relations entre joueurs et arbitres, et que les arbitres se modèrent un petit peu et que les joueurs sachent aussi que, ben voilà, et en même temps de savoir que la décision qui vient d'être prise, pour quelle raison ? Parce que quelquefois, effectivement, on se demande pour quelle raison. Et moi, j'allais les voir, les arbitres, j'ai dit, attendez, monsieur l'arbitre, si je comprends bien, la règle là, du penalty ou d'autres, elle a été, dans la nuit, elle a été éliminée du règlement des fautes sur un terrain de football. Voilà. Parce qu'il y a des moments on le voit bien au rugby. Les matchs de rugby, l'arbitre, on l'entend, qui dit il y a ça et ça pour telle raison. Bon, je crois que ça y est, ça calme tout le monde. Et tout le monde, au moins, on a une information. Claude, c'est un super mec. Voilà, pour l'avoir rencontré. C'est un joueur de caractère. J'aime beaucoup ce style de joueur, l'état d'esprit qu'il peut avoir sur le terrain, de bagarreur, de défenseur. À un moment, il a dérapé, mais bien dérapé. Il est impardonnable sur ce coup-là. D'abord, on ne tutoie pas un arbitre. Ça nous est arrivé, Alain le sait, à notre époque, on ne parlait pas très bien non plus à l'arbitre. On lui parlait mal en le voyant. Mais c'était vous pas à faire. l'insultiez en lui disant s'il vous plaît. Ce n'était pas à faire. Ce qu'il a fait est impardonnable, comme est impardonnable ce qu'on n'a pas fait M. Pignard ou le 4e arbitre. Voilà. Ce qui est impardonnable, c'est quoi ? De ne pas l'avoir expulsé. De ne pas l'avoir expulsé. En plus, il venait pour une bonne intention, M. Pignard. Déjà, il ne met pas le jaune. Il vient pour le séparer de l'adversaire. On ne touche pas un arbitre. En Angleterre, c'est 10 matchs de suspension minimum, je crois, à peu près. Donc, je ne sais pas s'il y aura des sanctions par la suite. Donc, c'est impardonnable, ce qu'a fait Kimpembe. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est un bon mec. J'aurais aimé qu'il puisse s'excuser sur les réseaux sociaux au moment de se dire j'ai fait une bêtise, j'ai pété un boulon, ça peut arriver aussi. Voilà. Mais après, c'est impardonnable aussi la réaction de Pignard, qui lui doit le sanctionner. Le 4e arbitre ne dit rien, alors qu'il est devant le tacle, il entend le bruit, il voit que le pied est haut. Et les 4e arbitres, pour emmerder les... Pardon. Excusez-moi. Non, mais on y va. Pour embêter à chaque fois les entraîneurs, avertir l'arbitre comme quoi l'entraîneur mal parlé, prendre un carton rouge ou un carton jaune, là, il doit dire à M. Pignard, tu as fait une erreur, il faut le sanctionner. Donc voilà, les trois sont impardonnables, mais qui précèdent à partir du moment où c'est la personne qui doit faire régner l'ordre sur le terrain, et en plus, donc vous devez le respecter, et en plus, quand vous êtes capitaine, vous avez des responsabilités, quand vous êtes le capitaine du Paris Saint-Germain, de ne pas faire ça. Voilà. Oui, c'est toujours la même musique. De toute façon, Federer, Djokovic et Nadal nous ont enlevé ce plaisir d'apprécier le moment présent. On est maintenant tout le temps en train d'essayer de dire que c'est lui qui va en gagner 20, 40, 50 et que ce sera lui le plus grand joueur de l'histoire. On n'en sait rien. Je me souviens quand Juan Martín del Potro avait remporté l'US Open en 2009 en battant et Nadal et Federer dans une finale complètement dingue. Tout le monde disait Del Potro, c'est incroyable, il a 19 ans, il va tout gagner, ça va être merveilleux. Mais il y a tous les aléas d'une carrière professionnelle derrière. On peut se perdre avec l'argent maintenant qu'on gagne. On l'a vu dans le tennis féminin, il y a quelques joueuses qui ont perdu un petit peu le fil de leur carrière professionnelle à cause de l'argent. Il peut y avoir les blessures. Juan Martín del Potro en est l'exemple absolu, où il n'a jamais pu véritablement mettre en place son tennis comme il l'aurait entendu et remporter d'autres tournois du Grand Chelem. Il n'en a gagné qu'un, alors qu'on le voyait en gagner 5, 6, 7. Et encore à l'époque, on n'avait pas encore les trois fous qu'on avait gagné 20, plus de 20. Donc attendons, voyons bien comment ça va se passer. C'est sûr que sa cellule familiale
fait penser à celle de Nadal. Elle est très stable avec ses parents, avec ses frères. Il y a Juan Carlos Ferrero, on en parle énormément. Et puis il a l'exemple aussi des trois monstres. Moi, je trouve que Carlos Alcaraz, c'est un mélange de Federer avec sa vitesse de bras, sa créativité sur le court. C'est un mélange de Nadal parce que le côté Ibert, cette grinta, cette volonté, ces tripes qu'il a en permanence. Et puis cette défense, ce déplacement hallucinant, élastique, Elastic Man, ce gamin, comme Djokovic. Donc il a tout pour dominer le tennis mondial. Mais avant de vendre, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, vous savez. Marc Libra. J'étais sur ce match, on le présentait avec Jean-François sur Europe 1 le soir, et à 12h, je déjeune en famille, oui, au Vieux-Port. C'est l'effet de masse, c'est-à-dire que vous avez 30-40 supporters de Feyenoord, vous en avez 30-40 dans un autre bar, vous avez 30-40 qui sont d'un côté, et en fait ça part dans tous les sens. Vous n'avez rien demandé, vous déjeunez tranquille, d'un coup ça part dans tous les sens. Parce qu'ils sont imbibés d'alcool, et que je veux bien 14h, mais ça va gérer quoi si déjà le matin ils ont attaqué à 8h, 9h ou 10h, ça va gérer. Et surtout comment on va générer ceux qui vont arriver entre guillemets en fraude. En fraude, c'est qu'ils n'ont pas de billets et qu'eux ils vont venir pour foutre le bordel. Donc eux ils vont le foutre, on ne pourra pas les arrêter. On veut contrôler, Jean-François, je crois qu'il y a 3300 places, c'est ça pour eux au stade ? Oui, officiellement ils seront 3300 voilà, dans le parcage demain soir. Ouais. Donc comment on va gérer tous les autres qui, Alexis nous annonce 10 000. 10, il a dit entre 8 et 12 000 Alors c'est personnes. plus entre 3 et 5 000, hein, selon les derniers chiffres de la préfecture de police. Oui, selon la police, ça nous rappelle une époque, oui. Voilà.